Bonjour et merci d'être venu un dimanche après-midi pour rencontrer Zeyna Abirached. Zeyna Abirached, autrice de bande dessinée depuis déjà une dizaine d'années, qui jusqu'ici travaillait sur une matière pas toujours biographique, mais en tout cas personnelle, de choses que vous aviez vues de vos yeux vus ou entendues dans votre famille au Liban. C'était jusqu'ici vraiment le thème principal qui courait sur tous les livres que vous avez publiés jusqu'ici, que vous connaissez sans doute. Et avec ce nouveau livre, il y a d'abord peut-être l'histoire d'une rencontre qu'il faut raconter, une rencontre assez rare, puisque Mathias Sénard, prix Goncourt 2015 pour Boussole, vous a fait une proposition tout à fait honnête et intéressante, puisque c'est en fait son impulsion a été d'écrire pour vous, mais d'écrire pour l'image aussi. Oui. Bonjour tout le monde. Alors, oui, pardon, juste aussi, on va demander, est-ce que vous avez lu le livre ou pas? Non. Personne. Non, c'est juste pour qu'on vous présente après les choses différemment. Il est sorti il y a un mois, vous êtes toutes excusées. Bonjour donc. Oui, en effet, alors merci pour cette introduction, cher Benoît. C'est donc un peu le livre des premières fois, parce que c'est la première fois donc, que j'écris et que je dessine une fiction. Donc il ne s'agit plus ni de mon vécu, ni de mes souvenirs, ni de Beyrouth, ni des années 80, ni de la guerre. Et c'est aussi la première fois que je travaille avec quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Donc vous le disiez tout à l'heure, Mathias Sénard, un grand écrivain dont j'aimais beaucoup l'écriture avant de le rencontrer. Et, vous l'avez rencontré d'ailleurs en promotion, puisque vous étiez en promotion pour le piano oriental. Oui, tout à fait. Et lui pour Boussole. Oui. Il n'était pas encore prix Goncourt. C'est ça, c'était avant. Il n'était pas encore la star qu'il est. Exactement. Boussole et le piano oriental sont sortis la même semaine, quasiment en 2015, et on s'est rencontrés. Quelqu'un a eu la bonne idée au Salon du livre francophone de Beyrouth de nous inviter à partager une table ronde pour parler de thèmes qui nous sont chers et communs. Donc l'Orient, le rapport de l'Orient à l'Occident, la langue arabe, les voyages. On peut rappeler qu'évidemment vous êtes parfaitement bilingue et même trilingue, puisque l'image est votre troisième langue. Oui. Vous le dites souvent, le dessin est votre troisième langue. Mais Mathias Sénard également. Mathias également, il connaît très bien le Moyen-Orient, où il a étudié l'arabe, il parle arabe. Enfin, on avait évidemment, en plus des points communs qu'on pouvait s'amuser à retrouver dans nos livres, on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait de quoi être amis déjà, tout simplement, parce qu'il y avait énormément de choses qu'on partageait. Donc, la langue, quand même, c'était quelque chose d'assez fort. Et pendant toute cette année, on s'est d'abord vus par hasard au gré des salons, et ensuite on a proposé des lectures dessinées. Donc on s'est mis à vouloir faire des choses ensemble, mais de façon un peu comme ça, subrepticement, l'air de rien. Proposer donc dans des salons du livre, des festivals, des lectures dessinées où Mathias lisait un poème intitulé Beyrouth, qui à l'époque était inédit, mais qui a été publié ensuite, et où je l'accompagnais donc sur scène à l'encre de Chine. Je travaillais sur un rouleau un peu pour accompagner sa longue phrase. Si certains d'entre vous ont lu ces livres, vous savez peut-être qu'on a coutume de... Quand on parle de Mathias Sénard, on pense tout de suite à... Oui, bien sûr, et c'est surtout... Il est connu pour ses phrases très très longues, parfois sans ponctuation musicale, en effet. Et donc voilà, on s'est mis à faire ça quelques fois. Mais c'est pas du tout ce que vous avez fait dans ce livre. Alors exactement, si bien qu'un jour, à la fin d'une de ces représentations, il m'a dit quand est-ce qu'on fait une bande dessinée ensemble? Moi j'ai juste répondu chiche, quand tu veux. Et je m'attendais à retrouver du Mathias Sénard, c'est-à-dire cette langue, cette phrase à laquelle il nous avait habitués. Et en fait, pas du tout. Lui, son envie, c'était de d'écrire pour le dessin. Et il a pris le parti d'écrire toute l'histoire
à travers des dialogues uniquement. Donc il n'y a pas du tout de voix off, pas de narrateur. Pas non plus évidemment de choix d'images proposées, mais plutôt des Bien sûr. ambiances, mais c'est Oui. vous qui avez vraiment Oui, mis en scène en fait oui. cette Heureusement, continuité. d'ailleurs, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à travailler avec un scénario trop écrit ou en tout cas déjà découpé. Ça, c'était très très important et dès le départ, on en a parlé. Moi, j'avais besoin de la liberté du découpage de et représenter aussi à votre rythme. À mon rythme, voilà, et de trouver d'être très très libre dans la recherche graphique et voilà. La bande dessinée comme la poésie et comme la musique, c'est une question de rythme et de rupture, d'enchaînement. Bien sûr, de silence, de rythme, de silence, voilà, oui, évidemment. Ça m'intéresse énormément en fait. C'est vraiment l'étape qui m'intéresse. C'est d'ailleurs un livre très sonore. Même s'il est oui, un petit peu moins que le piano oriental, mais tout de même. Alors, puisque beaucoup des personnes qui sont avec nous aujourd'hui n'ont pas lu le livre, juste en quelques mots, il y a 2 histoires dans ce livre. Oui. La première histoire qui est contemporaine et qui raconte l'histoire d'amour contrarié et compliqué entre un jeune architecte berlinois qui s'appelle Karsten et une jeune réfugiée syrienne qui s'appelle Neila, qui a un métier scientifique extrêmement original, puisqu'elle est spécialiste du cosmos. Elle connaît très très bien. J'oublie le nom. Elle est enseignante en astronomie. En astronomie, tout simplement. Nous sommes très fatigués. Donc elle lit le ciel. Elle sait lire les histoires que les hommes ont projetées dans les étoiles. Et en revanche, elle ne peut pas lire, elle parle assez difficilement l'allemand et elle ne comprend pas vraiment la civilisation dans laquelle elle est. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle, alors c'est elle là, qui est sur la couverture. Elle vient d'Alep, donc Alep, ville détruite aujourd'hui, et pour s'installer comme énormément de Syriens ces dernières années à Berlin. Berlin, c'est pas anodin. Bon, d'abord, c'est la ville d'Europe qui a accueilli le plus de réfugiés, mais aussi c'est une ville qui a été détruite. Ville détruite et reconstruite. Donc il y a quand même aussi dans l'idée de Berlin l'espoir d'un renouveau. Et justement, la deuxième histoire se déroule quelque temps avant la destruction de Berlin, c'est-à-dire juste avant que la Seconde Guerre mondiale n'explose, avec donc 2 femmes qui se rencontrent en Afghanistan. Oui. Une romancière, voilà, et pas n'importe où, oui. Pas n'importe où, parce qu'elles se rencontrent sur ce magnifique site de Bamiyan. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des grands Bouddhas de Bamiyan qui ont été détruits en 2001 par les talibans. Personnellement, je les ai découverts au moment de leur destruction. Et donc, elles se rencontrent là. C'est la partie afghane a une autre temporalité parce que toute l'histoire se déroule en une nuit. Donc c'est une nuit où, devant ces Bouddhas de Bamiyan, dans le campement où ces femmes se trouvent, elles écoutent à la radio la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale. Alors qu'elles sont à des milliers de kilomètres de chez elles, elles entendent à la radio que l'Europe va disparaître potentiellement. Et que leur monde va disparaître. Et que leur monde va disparaître. Donc ce sont 2 histoires qui se situent aussi à des moments de bascule de l'histoire ou des moments de bascule intime. Et 2 histoires d'amour également. Oui. Qui sont impossibles ou presque. En tout cas difficiles. Oui, difficiles. Tout comme la représentation que vous avez faite de ce site extraordinaire. Alors, il y a plusieurs images. Voilà. Alors là, c'est évidemment après la destruction. Donc, ce qui m'a énormément touché quand Mathias m'a parlé de ce projet. Vraiment, dans les premiers temps, il m'a dit 39, Afghanistan, Bamiyan. Ce qui me touche beaucoup dans ces images-là, c'est justement les Bouddhas ne sont plus là aujourd'hui, mais leur absence est soulignée par la niche vide, ce qui les rend d'autant plus présents. Il y avait quelque chose à faire, il me semblait, sur la présence de l'absence et sur un travail sur la trace que laissent les choses disparues, la trace qu'elles laissent en nous, ces choses disparues, que ce soit une ville, une langue, un amour, Bon, là, les Bouddhas, évidemment, c'était la métaphore parfaite. Et le livre s'ouvre sur une citation bouddhiste, qui donne d'ailleurs le sens du titre. Oui, on a les pages un peu plus loin, mais il faudra peut-être balayer un peu vite, quitte à revenir. La phrase dit, c'est la première phrase du livre, on ne se convertit pas au bouddhisme, on y prend refuge. On prend refuge, voilà. On prend refuge dans le Bouddha, c'est juste après.
non, oui, dans le Bouddha, dans la sagesse, dans la compagnie des amis. Et là, on a ce son qu'on n'identifie pas tout de suite. Tchac, 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 nous fait changer de temporalité puisqu'on se retrouve à Berlin. Pardon. Oui. Alors là, et qui annonce en fait quelque chose qu'on ne voit pas encore, mais qu'on va découvrir à la page d'après. Et là, en effet, c'est un changement d'atmosphère puisqu'on se trouve dans une cuisine à Berlin. On est en train de préparer le repas. Et le tchac tchac, c'est le bruit du couteau sur le persil plat que coupe Elke, une amie de Karsten chez qui il dîne, et qui va lui offrir un livre qui s'appelle Prendre refuge. Et à chaque fois qu'il va plonger dans ce livre, il va nous emmener avec lui sur le site de Bamiyan. Alors vous avez choisi de nous montrer cet assemblage de photos parce que la manière dont vous avez dessiné ce site est aussi la réconciliation d'une chose impossible, parce qu'on ne peut pas voir, comme on le voit là. Pardon. Non, je vais essayer de revenir en là. Ouais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Non seulement parce que les Bouddhas n'existent pas, mais parce que, en réalité, s'il fallait, j'ai trouvé ça magnifique. En fait, s'il fallait respecter l'échelle du site et le dessiner de façon homothétique dans la double page, les Bouddhas ne seraient jamais entrés dans la même page. Ils sont beaucoup plus éloignés en réalité. Et j'ai trouvé que c'était très très beau parce que finalement ce livre parle aussi de ces êtres qui ne peuvent pas vivre, disons, viennent de deux parties du monde, sont dans deux endroits du ciel différents et se croisent mais n'arrivent pas totalement, mais je ne vais pas raconter la fin, à coexister dans le même monde. Ils vivent. Alors il y a une phrase qui revient. Tout le livre est construit sur un peu en miroir, sur des choses, des motifs graphiques et des motifs narratifs qui sont renvoyés un peu en écho d'une histoire à l'autre. Et il y a cette phrase, entre autres, qui parle de constellation, la constellation d'Orion et du Scorpion, où une des archéologues dit à l'autre, un peu comme une métaphore parfaite d'un amour impossible, ces deux constellations on peut jamais les voir au même moment dans le même ciel. Elles sont chacune d'un côté du ciel. Et j'ai trouvé ça très très beau de voir en dessinant que même ces Bouddhas-là, alors qu'on s'en rendait pas compte au début, ils sont aussi chacun d'un côté de la page. Mais alors, est-ce que vous pensez, comme la très célèbre phrase de Kipling, que jamais l'Orient et l'Occident ne se rencontreront ? C'est ça que vous nous dites un peu à travers ce livre ? Vous qui êtes justement un trait d'union en tant que Libanaise. Je suis la preuve vivante que c'est faux. Il ne s'agissait pas d'affirmer quelque chose. On a essayé d'avoir un regard poétique sur des destins contrariés et de décrire de façon pudique mais aussi très intime la trajectoire de ces gens qu'on a l'habitude de désigner au pluriel, les réfugiés, les migrants, comme une espèce de masse informe. Oui, et le fait aussi qu'elle soit astronome la place peut-être à l'écart de clichés qu'on peut avoir sur les migrants, qui ont parfois des vies très proches des nôtres, je veux dire par là, qui ne vivent pas dans des sociétés forcément dans le désert, ou je sais pas. Bien sûr. Il y en a aussi, mais ce n'est pas forcément la majorité. Non, bien sûr, c'était important que ce soit une jeune femme qui ait un métier et qui, justement, soit poussée par une énergie. C'est le sens aussi du titre. Le titre, c'est prendre refuge. C'est pas chercher refuge ou trouver refuge, ce qui est plus courant dans la langue française. En fait, il y a quelque chose de très actif dans sa démarche de prendre refuge dans une langue qu'elle apprend. On parlait tout à l'heure un peu de l'allemand, dans lequel elle trébuche, elle claudique. Prendre refuge dans un amour aussi. Dans un amour, évidemment, dans un nouveau territoire qui est celui de cette ville qu'elle découvre. Et prendre refuge aussi dans la vie réelle, en fait, parce que être réfugié ou être exilé, c'est aussi vivre avec la fiction de ce pays qu'on a quitté, qui nous hante constamment. Et c'était important, je pense. Enfin, on avait envie de montrer cette dualité, parce que finalement, on parle rarement de ça quand on parle des réfugiés, de comment ils font en vrai, dans la vraie vie, pour ne pas avoir l'impression d'avoir abandonné un pays, abandonner une langue, abandonner des amis, etc. Et pour arriver à se projeter dans un présent qui est totalement neuf et dans lequel ils n'ont absolument aucun code.
Et on s'est dit que la meilleure façon de le faire, c'était de revenir vers l'intime, donc cette jeune femme, Naïla, et de l'accompagner enfin de la montrer en fait, en train d'apprendre cette langue et de tomber amoureuse en même temps. Peut-être qu'on peut montrer des images Merci. En vous écoutant, on comprend évidemment que vous ne vous êtes pas contenté d'illustrer un texte, vous êtes co-autrice également du scénario, de l'histoire. Vous avez vraiment eu un dialogue créatif. Absolument, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à passer aux suivantes. Pardon, là je voulais passer rapidement, désolée. Ne vomissez pas. Comment ? Ne vomissez pas, je disais. Oui. Parce qu'on parlait de 2001 tout à l'heure, l'espace qui bon, ça c'est des images, on y reviendra peut-être. Bon, parlons de cette voiture. Oui, bon, d'accord, je répondrai à la question après. Oui, c'est pas mon fort les voitures, mais il se trouve pas dit ça, c'est ce que je voulais dire. C'est totalement assumé. Mais bon, voilà, pour vous mettre un peu dans le contexte, donc ces deux archéologues dont on parle dans la partie afghane sont inspirés de ces deux femmes que vous voyez là, qui sont Anne-Marie Schwarzenbach, debout, et Ella Maillard assise et Ria Hakin, assise sur le capot de cette voiture, et elles font le voyage à partir de la Suisse jusqu'au Pakistan. Alors, c'est vrai, et en même temps, c'est un peu inventé. C'est-à-dire que cette rencontre existe, mais vous l'avez totalement... Cette rencontre a eu lieu, mais un peu plus loin, à quelques kilomètres du site de Bamiyan. En réalité, elle a eu lieu à Bagram, qui est célèbre parce qu'il y a une base militaire américaine aujourd'hui. Mais voilà, on s'est dit qu'on allait déplacer de quelques kilomètres cette scène parce que c'était important qu'elle soit justement devant les Bouddhas pour toutes les raisons que je vous ai expliquées au début. Alors, puisqu'on parle aussi de la manière dont vous travaillez... Là, elle est là, la voiture. Hein. Voilà, elle est là, la voiture, elle est transformée elle aussi. Il y a le son du briquet. Oui. Et alors donc là, quand Mathias Sénard vous donne le texte, j'imagine qu'il n'y a pas le son du briquet. Il vous dit effectivement qu'elle fume à côté de sa voiture. Non, même pas. Alors qu'est-ce qu'il vous dit ? Il dit, là pour cette scène, c'est une des scènes les plus écrites, il dit feu de camp, entre parenthèses... c'est une phrase simple. Hein. Oui. Quelqu'un qui fait des phrases longues d'habitude. Oui. Alors, tente, voiture, et je me souviens, il m'a dit bidon, kaki, et là je l'ai appelé, je dis noir et blanc, ça va pas être kaki du tout. et puis une séquence de dialogue, mais c'était à moi d'inventer l'endroit où elles se sont assises, de décrire à partir de photos d'archives que je vous ai apportées, d'essayer d'imaginer un peu l'atmosphère de ce campement et comment ça c'est Ella Maillard. Donc il y avait quand même des photos d'archives qui m'ont beaucoup aidée. Mais c'était à moi de poser vraiment de trouver un cadre à l'action et de découper le texte. Et évidemment, de fil en aiguille, on a écrit à deux en réalité parce que le dessin, moi j'utilise vraiment le dessin comme une écriture. Donc à partir du moment où j'ai dessiné, il fallait absolument il y avait des choses qui s'imposaient à transformer dans le récit, dans le texte, à changer, à déplacer, à couper ou à carrément inventer. L'écriture d'une bande dessinée, c'est vraiment quelque chose qui prépare une transformation, qui prépare effectivement une succession d'images dont le dessinateur ou la dessinatrice est la metteur en scène. Et ce travail-là, vous le faites avec... donc vous travaillez sur ordinateur, ça ne se voit pas forcément à l'écran. Et vous faites des esquisses auparavant, vous faites oui, je fais des petits découpages microscopiques sur un carnet juste pour... Et que vous montriez à Mathias Rarement, en fait, rarement. Si, enfin, parfois je lui envoyais des photos comme ça, mais de toute façon, c'est pas très lisible pour les gens qui sont pas dans ma tête. Ça veut dire pour personne, en fait. Ce sont des notes, presque, mais des notes en images. Oui, c'est une prise de notes en images, vraiment comme un format timbre, quoi, vraiment tout petit, juste pour voir un peu le rythme des cases et puis surtout le nombre de pages par scène. De toute façon, c'était pas très simple de le montrer à Mathias Sénard, puisque on parlait de contrariété. Lui est souvent loin. Oui, on a travaillé à 10 chacun de son côté du monde. Il vit en Espagne parfois, en Catalogne, à Barcelone. Il vit parfois à La Rochelle, je crois. Oui, puis il enseigne en Belgique, il fait des tas de choses. C'est un voyageur.
C'est un voyageur. Alors que vous êtes à Paris. Le dessinateur. Et à Beyrouth, un peu quand même. Oui, oui, je suis un peu nomade, mais c'est-à-dire que quand en tout cas, je sais pas comment ça dépend des dessinateurs, mais moi, c'est vrai que quand je m'installe dans une histoire là, elle fait 330 pages, j'ai besoin d'être un peu sédentaire et d'installer, ne serait-ce que dans la pièce où je travaille, comme une atmosphère de cet univers-là. Et c'est vrai que des deux, c'était moi la sédentaire et lui le voyageur, mais on communiquait un peu par tous les moyens modernes, WhatsApp et compagnie. Et du coup, parfois, pardon, je vous interromps, mais c'est vrai que parfois, je le faisais patienter pour arriver jusqu'au moment où j'ai dessiné une scène entière pour qu'on puisse vraiment en discuter. Donc il n'y avait pas tellement eu de croquis, recroquis. En fait, tout s'est fait en faisant, dans la mesure où il a d'abord écrit, puis j'ai dessiné, et puis on a écrit, et puis on a écrit à deux pendant que je dessinais. Donc vous avez une manière de travailler qui est très particulière, et que n'ont que les auteurs de bande dessinée qui travaillent sur ordinateur, qui est presque cinématographique, c'est que vous remontez presque. Oui. C'est-à-dire que vous avez une sorte de premier jet, comme un premier jet de traitement de texte, on va dire, et vous copiez-collez, vous déplacez, et finalement le livre au départ a une pagination qui s'amplifie ou qui se rétrécit, parce que vous jetez aussi, c'est paradoxal, parce qu'un dessinateur jette rarement ses planches originales. On transforme. Mais là, vous transformez, mais je veux dire par là, vous pouvez aussi décider qu'une séquence... c'est douloureux quand même. Mais ça arrive. C'est arrivé sur le piano oriental. Mon éditeur a enlevé 6 pages. Je lui en veux jusqu'à aujourd'hui, mais il avait raison. Par contre, non, il avait raison. Non, mais pardon, c'est une boutade, mais il avait totalement raison de les enlever parce que ça faisait pas avancer le récit. Et c'est quand même un peu le but de ce qu'on essaye de faire. Et le rôle de l'éditeur est quand même d'être un lecteur qui pose des questions et qui... mais c'est juste peut-être juste pour dire que c'est toujours un peu en effet difficile de jeter des dessins, même ceux qui sont faits à l'ordi, parce que c'est quand même des dessins, c'est quand même des heures et des heures, on se rend pas forcément compte, mais il y a énormément de travail derrière ces images. Mais vous avez raison, en fait, moi ce qui m'intéresse en tout cas, et c'est aussi pour ça que je travaille de cette façon, c'est que l'objet du livre reste vivant jusqu'à la dernière semaine avant de rendre le... Très très tard. Oui. La semaine qui précède l'impression. Pour moi, c'est très important de pouvoir, jusqu'à la dernière minute, garder des potentialités, finalement faire des choix... Et des intentions qui changent parfois au dernier moment. Les intentions fortes, j'ai pas l'impression qu'elles changent. Pas fortes, c'est des nuances plutôt. Mais c'est des nuances, oui. En fait, le livre, moi c'est comme ça que je travaille d'habitude, et là d'autant plus, le livre c'est fait par strates, vraiment comme un millefeuille un peu. C'était difficile d'ailleurs de le lire, même pour Mathias, j'imagine, en cours de réalisation, puisque on savait que c'était une étape qui n'était pas définitive, qui était une étape. Qui était une étape, oui. Alors, ce que j'ai essayé de faire quand même, c'est de dessiner scène par scène. Et c'est vrai que pendant 1 an... et c'est ça qui est extraordinaire, en fait, dans les livres, c'est que pendant 2 ans, là, le livre nous a pris 2 ans de travail. Et à vous, parce que vous étiez 24 heures sur 24 avec ces personnages, alors que Mathias, il vous avait envoyé son texte et il pensait moins que vous, puisque vous étiez... occupé toute la journée, plusieurs semaines, plusieurs années même. 2 ans, à écrire, à réécrire, à dessiner, en effet. Mais c'est vrai que c'est même pour moi, à chaque fois que je fais un livre, c'est toujours un peu mystérieux et très touchant, parce que pendant parfois 2-3 ans de travail, c'est un projet, en fait, c'est une succession de pages, une succession de scènes, et puis... Mais c'est une écriture d'image. Tout d'un coup, oui. C'est pour ça que je parlais de traitement de texte, c'est qu'il y a vraiment cette idée que la matière visuelle peut se transformer en cours de réalisation. Absolument. Mais ça n'est pas forcément le cas sur les projets qui sont réalisés traditionnellement. Oui, je suppose que ça doit... Ça arrive, mais c'est plus difficile. C'est une autre contrainte, oui, si on parle sûr. des rustines, des cases qu'on découpe ou qu'on refait, etc. Oui, ça nécessite un travail de préparation en amont qui est extrêmement avancé. Ça nécessite aussi d'avoir le scénario, je pense, quand même. Oui.
écrit, puis un découpage ensuite, un crayonné. Et là, ce qu'on a fait, c'est tout en même temps, c'est-à-dire un bout de scénario. C'est vraiment une collaboration particulière, effectivement. Oui, je qui est pense complètement pas entremêlée. Oui, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui travaillent comme ça. Françoise Cuyten et Benoît Peters travaillent un peu comme ça. Jean-Marc Rochette et ses scénaristes travaillent également un peu comme ça. Mais c'est assez rare. Oui. C'est assez rare. C'est un peu casse-cou aussi. Mais c'est aussi plus intéressant que de recevoir un scénario par la poste et carrément. de ne pas rencontrer son scénariste, ce qui arrive aussi. Mais ce qui est ça doit être terrible. moins humain. Oui, sans doute. Plus administratif. Là, on a parlé un peu je sais pas pourquoi des coulisses et de la manière dont évidemment le livre s'est fait, parce que je pense que c'est intéressant de voir la technique. Il y a quelque chose de presque japonais dans votre manière je suis contente de visualiser les onomatopées que vous montrez. C'est presque les onomatopées qu'on peut retrouver chez Tsuge ou ça fait plaisir. Des Tatsumi. On parle pas souvent effectivement de la manière de rendre visuel les sons, même s'il y a des bandes dessinées classiques très célèbres comme QRN sur Bretzelburg avec une radio dans le transistor du marsupilami, donc ça existe. Mais vous avez une façon de le faire qui rappelle plus la tradition japonaise que franco-belge. Eh ben... C'est chouette, ça me fait plaisir, même si je ne m'en rendais pas forcément compte. Mais... On vous parle peut-être d'influence, mais je ne sais pas si on vous parle de Franz Maserel. Et moi, c'est une influence, donc qui est le célèbre inventeur des romans, de ces espèces de grands livres qui n'avaient pas de mots, mais ces romans visuels, avec ces noirs et blancs très contrastés. Donc il n'y a pas de gris dans vos dessins, c'est le noir, le blanc. Oui. Il n'y a pas donc de clair-obscur. Non. Tout ça, ça naît comment cette forme? Parce que vous êtes aussi graphiste. Oui. Tout ça est extrêmement composé. C'est-à-dire que, bien sûr, vous racontez, mais on sent. Il y a les doubles pages qu'on peut voir qui sont impressionnantes, que vous construisez. On parlait de transformation. Je voulais montrer la double page les images. Du dîner, pardon. Oui, par exemple. Mais il faut que je la trouve. Excusez-moi, fermez les yeux. Dans Astérix, yeux. Évidemment, il y a des repas célèbres, mais c'est ce que les dessinateurs détestent le plus mettre en image. Parmi les choses qu'ils détestent le plus, parce que c'est assez compliqué. L'image devient compliquée quand il y a plusieurs personnes autour d'une table. J'y arrive plus, pardon. Oui, je suis vraiment désolée. Je vais le faire à l'envers. Mais oui, allons-y. Oui. Alors, je vais quand même trouver la scène et puis on en parlera peut-être. J'en parlerai de façon plus détaillée. Mais c'est vrai que c'était un peu. C'est une des premières scènes du livre. On est donc chez Elke. Et vous évitez le. Alors, il y a évidemment des répétitions de plans, des choses comme ça, mais vous évitez le chant contre chant avec. Justement, j'allais parler de ça. Voilà. Parce que c'était un dîner, donc ils sont 1, 2, 3, 4, 5 personnes à table ou 6 personnes. Et donc, c'est des dialogues. Donc, Alors, vous utilisez je dirais la structure de la page de bande dessinée, de la double page même de bande dessinée. C'était important d'imprimer le livre avec ces doubles pages. Oui. Ça aurait été fatal s'il y avait eu un décalage. Ça aurait été illisible. Complètement. Illisible, parce que tout est conçu en double page. La lecture, le rythme, les renvois de motifs, ça serait illisible de faire autrement. Et donc là, typiquement, c'est une de ces scènes où... donc dialogue, en effet, on est dans un dîner et j'avais très envie qu'on entende en fait que voilà, ils sont entre copains, ils ont un peu bu, ils se taquinent, ils se coupent la parole, ils se chambrent, il y a des bruits de couverts, ils rigolent, tout ça, j'avais envie que tout ça soit présent dans la page. Et en même temps, j'allais pas faire 10 pages de dîner parce que c'est une scène un peu anodine, enfin d'introduction, pas anodine mais d'introduction, donc il fallait absolument pas que ça dure trop longtemps. Donc je me suis dit voilà, contrainte, c'est une double page et il faut faire tout rentrer de façon lisible dans sa double page. Donc voilà, un exemple de composition. C'est bizarre de commenter ses propres images. On voit aussi la répétition de motifs. On parlait du noir et blanc, du contraste, mais vous aimez aussi beaucoup répéter effectivement des motifs visuels. On peut revoir peut-être les face-à-face que vous avez fait rimer, si je peux dire, entre donc l'histoire qui se passe en Afghanistan et l'histoire qui se passe de nos jours à Berlin. Je ne sais pas si vous avez ces images-là. Là, c'est une autre scène de table. Oui. Originale.
Oui, c'est une autre scène de table, donc c'est vrai toujours que à dessiner une Berlin. conversation aussi, les dessinateurs n'aiment pas beaucoup. Oui, c'est pas évident. En fait, c'est pas évident du tout. Donc moi, j'ai essayé de contourner la difficulté à chaque fois en essayant de trouver des astuces graphiques et toujours en pensant à ce qui avait été écrit dans la partie afghane. Donc là, par exemple, vous voyez, la table se transforme en astre, enfin, ou en tout cas, je reprends la forme arrondie de la table et tout d'un coup, elle est dans un ciel étoilé, ciel qu'on va revoir en Afghanistan. Et donc, c'est un renvoi de motifs. Voilà, c'est important parce que c'est de la rhétorique d'image. Oui. Vous n'êtes pas simplement dans l'idée de dessiner quelque chose qui soit non. graphiquement beau. Voilà. Ça produit du symbolique, sens. Ouais. Et même si on s'en rend pas forcément compte à la première lecture, on a fait confiance. Enfin, moi, je fais confiance au lecteur pour attraper soit en chemin cette grammaire-là et faire le lien entre une histoire et l'autre, ou alors à la deuxième lecture se rendre compte de toutes les petites choses qui sont truffées de sens. Et puis encore ces sons qui apparaissent. C'est les sons qui les sons. Et le rire. Les sons, oui. Oui. Alors, bon, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais assez souvent dans mon travail, en général. Mais là, je vous ai montré tout à l'heure la scène d'ouverture avec le tchac, tchac, tchac. Le son aussi m'a permis de faire les transitions, parce que c'est quand même assez brutal. On passe d'un univers... C'est pas expliqué, en plus. On passe d'une séquence à l'autre sans bien entendu qu'il y ait un texte qui nous dise qu'on... Jamais. Voilà. Il n'y a jamais de texte, en fait. Et du coup, le son prend un peu le relais pour passer d'une atmosphère un peu cosmique, celle de l'Afghanistan, quelque chose d'un peu posé, comme ça, un peu lent, à des scènes comme celle-ci, beaucoup plus rythmées, ne serait-ce que dans le découpage. Voilà, donc je m'en suis servi aussi comme outil. Je m'aperçois en revanche qu'on parle depuis déjà un certain temps, et si nous souhaitons qu'il y ait des questions, il faut qu'on se tourne dans la salle, parce qu'on a fait 45 minutes. Déjà oui. Qu'est-ce qu'on est bavard. Est-ce que vous avez des questions ? Zéna aura des réponses, même si vous n'avez pas de questions. Vous n'avez pas de questions du tout ? Incroyable. Ah, il y a un micro. Quelqu'un a fait un signe ? Non ? Non, c'était juste se gratter la tête. Bon, continuons alors. Le motif, on le retrouve sur ce foulard aussi ? Oui. Ah, une question, pardon. Vous avez parlé d'Ella Maillard. Oui. Et d'autres, j'ai pas retenu les autres, non. Mais vous avez dû demander des autorisations pour... Non, justement. Vous les avez rencontrées. Alors ces personnes sont mortes. Mais ceci dit, on a... Il y a longtemps en plus. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'on les nomme pas dans le livre. C'est vraiment des personnages inspirés par Ella Maillard, Anne-Marie Schwarzenbach, on peut quand même en parler de quelques instants. C'est quand même quelqu'un qui était si importante que Reflet dans un œil d'or, qui est un titre quand même très connu, un roman connu de Carson McCullers, lui est dédié. Oui. Mais on se souvient pas forcément toujours de son nom. C'est Mathias qui a eu cette idée, je crois. C'est l'idée de Mathias, oui. Ça faisait longtemps, je pense qu'il avait envie de parler de cette époque, de ces voyageuses, de cette époque justement où on prenait où cette femme a pris sa voiture, une Ford, pour aller justement C'est un voyage fou. de Suisse. Oui, c'est un voyage extraordinaire où elle est devenue en chemin garagiste, poète, écrivaine, photographe. Donc vraiment, je pense que ça c'était une femme très, très libre et très originale. Oui, absolument. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez vu un peu les photos oui, donc je pense que Mathias avait envie de parler de ces personnages-là depuis longtemps. Mais pardon, juste, donc elles ne sont pas nommées, donc on dit simplement à la fin que c'est inspiré par elles, donc il n'y a pas eu de... C'est absolument pas une biographie. Mais même en fait, un personnage public, à partir du moment où en plus là, ce sont des personnes qui sont mortes, mais où vous ne diffamez pas, où vous ne révélez pas des choses diffamatoires, on n'est pas tenu etc. de demander l'autorisation. Oui. Heureusement, j'aurais dû demander l'autorisation à toute ma famille pour les livres précédents. Oui, ça aurait été compliqué. Ça aurait été très compliqué. Même si vous êtes une famille plutôt unie. Je pense qu'ils auraient dit oui, mais bon. Vous vous êtes beaucoup projeté dans le personnage de Neyla. Je pense que c'est vraiment le personnage dont vous avez partagé, non pas un exil aussi
aussi, subi, puisque c'est pas dans les mêmes conditions que vous êtes installé en France. Non, bien sûr. D'abord, mais vous avez un ressenti qui peut être proche parfois. Oui, tout à fait. En fait, au fur et à mesure de l'écriture, Nayla est devenue un peu le personnage le plus important, aussi parce que je l'ai investi de mon vécu un peu pour essayer de la comprendre, pour m'approcher d'elle, pour me rapprocher d'elle, d'arriver à la dessiner, à la faire parler. Et je me suis souvenue qu'en effet, moi je vis à Paris, en France, depuis 2004. Donc je suis arrivée à 23 ans, évidemment pas dans les conditions de l'arrivée de Nayla à Berlin, mais puisque je ne fuyais pas un pays en guerre, le Liban n'était plus en guerre depuis une dizaine d'années. Je suis venue en France de mon propre gré pour chercher un éditeur, donc avec un projet professionnel, disons. Et je crois que la première personne que vous avez rencontrée parmi les professionnels, c'était à Paris, et c'est quelqu'un qui avait vécu au Liban, c'est Charles Berberian. Oui, c'est vrai. Comment vous savez ça, vous ? Je ne sais pas, on en a parlé, je crois. Oui, en effet, oui. Bah, c'est drôle. Il vous a donné des conseils et Il m'a reçu d'abord chez lui 1 heure dans son atelier, c'était dans le 10e. Je ne connaissais pas Paris. Pour moi, le 10e, c'était un endroit extrêmement loin et éloigné. Enfin bref, j'avais l'impression d'aller au bout du monde. Et là, on a pris un thé pendant 1 heure. Avec de la musique, j'imagine. Avec de la musique, évidemment. Il m'a montré des livres, on a discuté. C'était vraiment une conversation amicale qui a énormément compté. Et il vous a encouragé, vraiment. Oui, il a été formidable. Charles est quelqu'un d'extrêmement généreux, en plus d'être talentueux. Donc c'était formidable d'être porté par... ça m'a donné un élan. Parce que voilà, moi j'arrivais de Beyrouth, je connaissais personne, je savais même pas ce que ça voulait dire. Enfin, faire de la bande dessinée, si, mais ce que ça voulait dire d'en faire son métier. Au Liban, on n'a pas de tradition de bande dessinée, pas les mêmes habitudes de lecture, il n'y a pas d'éditeur de bande dessinée. Enfin, tout ça était très nouveau. Donc, il a fallu aussi, un peu comme Nayla, que j'apprenne des codes. Je parlais le français, à la différence, c'était un peu une grosse différence. Mais tout ça, quand même, pour dire que cette situation d'exil dans une ville inconnue dont je n'avais pas les codes m'a beaucoup servi à me rapprocher de son intimité et à écrire justement la dernière partie du livre. Je ne vais pas vous raconter, mais il y a une partie où elle explique pourquoi... je ne vais pas dire. Non, ne le dites pas. Mais est-ce que vous sentez... Enfin, vous pouvez, bien sûr, et vous le faites, vous pouvez rentrer chez vous. D'ailleurs, chez vous, où est-ce maintenant ? Quelle bonne question. Vous êtes une exilée un peu quand même. Où est-ce chez vous ? Tiens, voilà une bonne question, oui. J'ai combien d'heures pour répondre ? On a 10 minutes, mais il faudrait... il n'y a pas de canapé ou de divan pour ça. Heureusement. Je ne suis pas psychanalyste. Aujourd'hui, je pense que je peux répondre plus simplement à la question. Vous m'aurez posée il y a 4 ans, ça aurait été moins facile de répondre, mais aujourd'hui, je pense que j'ai accédé, disons, je me suis autorisée, voilà, parce que c'est ça aussi, je me suis autorisée la liberté d'avoir 2 chez moi. Et ça a pris 10 ans de s'autoriser à se dire que je suis chez moi quand je rentre au Liban, comme on rentre à la maison, et je suis chez moi quand je suis en France, mais tellement, vraiment. Et je suis chez moi dans le français aussi, parce qu'il y a aussi ce rapport à la langue. Et... Oui, j'espère. Mais oui. Et... donc voilà, après c'est un cheminement qui est long, qui est compliqué, qui est tortueux, qui est fait de souffrance aussi et de retour en arrière. Mais... De mélancolie ? Absolument. Pourtant vous êtes une personne très joyeuse. Oui, mais ça n'empêche pas. Ou alors ça compense ? Ça rééquilibre, peut-être. Oui, ça compense, oui. Après, nous sommes tous des êtres complexes et contradictoires. Hein. Mais c'est un cheminement qui est très intéressant, qui est vraiment c'est passionnant. Et il y a un peu de cette trace dans chacun de mes livres, je pense. Alors nous n'avons pas 1 heure, donc il y a une autre question du public. Oui. Bonjour, merci beaucoup. Une question sur vos influences. Oui. Et savoir si vous avez déjà un autre projet qui vient de démarrer ou est-ce que vous êtes encore dans le prolongement de celui-ci ? Quand Mathias m'a proposé ce projet, j'avais déjà une autre idée en fait. Mais qui avait un thème assez proche.
Si je pense au même projet avec un bateau, c'est ça? Oui, voilà. Oui. Je Vous travaillais voulez en sur parler ou il ne faut pas en parler? Non, on ne va pas en parler, mais peut-être juste en deux mots. De toute façon, il faut qu'on en parle avant, parce que je suis son éditeur, en fait. On ne dira rien, donc. Non, mais peut-être juste vous dire que je travaillais donc sur un projet de bande dessinée dont le point de départ est un fait divers qui a eu lieu dans les années 50 à Beyrouth, au large des côtes de Beyrouth, c'est un indice. Et j'avais l'intention de partir de ça et pour écrire une fiction. Point. Non, c'est tout, c'est fini. Suivre. Voilà. Donc j'étais déjà dans l'idée d'écrire une fiction. Après, quand vous m'avez posé la question de mes influences, elles sont diverses, aussi bien dans la littérature, le cinéma, la photo, mais peut-être qu'on parle de bande dessinée là. Enfin, s'il faut parler de bande dessinée, moi j'ai eu un choc esthétique, enfin j'en ai eu plusieurs, mais le premier choc esthétique, c'était de passer de mes lectures, juste en 2 mots pour vous remettre un peu dans le contexte, à Beyrouth, pendant la guerre, c'était très difficile d'avoir des bandes dessinées. Et donc, j'ai lu ce que mes parents avaient. Alors, j'ai la chance d'avoir des parents très ouverts, très cultivés, avec plein de livres. Et à la maison, des livres d'images, des livres d'art, enfin, de la littérature et aussi de la bande dessinée. Donc, j'ai beaucoup lu toute la bande dessinée franco-belge enfant. Ça m'a énormément marqué. Et puis quelle série particulièrement? Alors Tintin. Ah bah ça tombe bien. Oui. Vous êtes chez Casterman. Je sais. Tout ça est parfaitement parfait. Hergé, mais aussi évidemment Goscinny, Uderzo, Maurice, Franquin, un peu de Gottlieb, 3 ou 4 Bretéché. Il y avait un pilote, je me souviens. Enfin bref, quelque chose comme ça un peu saupoudré au-dessus de Tintin et Astérix. Et ensuite, après la guerre, il y a une seule librairie bande dessinée qui a ouvert sur la ligne de démarcation, donc tout un symbole, sur l'ancienne ligne de démarcation. Et là, en une après-midi, j'ai découvert Tardy, Marc-Antoine Mathieu, David B, Munoz et Sampaio, bim, bam, boum. Donc le noir et blanc. Donc, noir et blanc, oui. Ici même, je crois, pour Tardy. Ici même, oui. Ça, c'était vraiment un choc. Mathieu, c'était l'origine, peut-être? C'était l'origine. Et l'ascension du haut mal... qui est un noir et blanc très David contrasté, B. Qui a influencé votre beaucoup travail. de gens. Et beaucoup d'autres personnes. Oui, bien sûr. Mais à ce moment-là, je ne pensais pas du tout de faire de la bande dessinée. D'abord, c'était inexistant. Le premier livre que j'ai découvert de vous, que Frédéric Cambourakis avait édité, était un livre-objet. Oui. C'est le premier livre que moi je connais en tout cas. Il y en a peut-être eu autre chose avant. En fait, c'est le deuxième publié, 38 rue Youssef Semani. C'est un livre-objet qui ça reprend compte un l'objet peu, pour vous aussi. Ça compte énormément. Ces trous dans la couverture, dans le piano oriental. Oui, les pages qui se déploient. Vous êtes très aimé à la fabrication chez Casterman. Oui, je suis sûre. Je tenais à vous le dire. Je suis sûre. Moi, je les aime beaucoup, surtout. Mais je vous aime. Mais ceci dit, le format, le poids d'un livre, c'est quand même des choses qui sont pour moi très très importantes. On ne lit pas de la même façon un livre qui fait 10 par 15 cm qu'un livre qui fait 3 fois la taille et qui est plus lourd. On relit aussi beaucoup une bande dessinée, comme on relit un poème d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Qu'on réécoute une chanson. Mais je pense que la forme du livre participe évidemment du rapport du lecteur à l'histoire, mais aussi de la narration, c'est-à-dire ça commence dès la couverture et comment ça tourne sur la 4e de couverture. Est-ce qu'il y a des rabats? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est montré dans les pages de garde? Tout ça, pour moi, participe de l'histoire. Et bon, c'est vrai qu'au début, chez Cambourakis, j'ai fait quelques expérimentations très inspirées de l'Oulipo, d'ailleurs du travail de Georges Perec, sur justement comment lire un livre. Donc, ce livre dont vous parlez c'est l'histoire d'un immeuble, un peu à la manière de La vie mode d'emploi de Perec, pour ceux qui connaissent. Et donc, il n'y a pas de sens de lecture imposée. On peut s'amuser à tourner les pages et à les déployer un peu comme on veut. Et l'histoire finit toujours par se raconter. Oui. Et ce premier livre était déjà un livre qui impliquait vraiment que le lecteur soit partie prenante. Oui. Voilà. Alors ça, c'est toujours... Oui, ça, c'est important. Et ce qu'il faut dire sur ce livre que vous allez lire, c'est qu'il faut le relire et qu'il y a on parlait de strates, on accède à différentes significations en le relisant, qui n'apparaissaient pas forcément à la première lecture. C'est un livre qu'il ne faut pas lire forcément très vite. Non, même s'il n'y a pas beaucoup de mots dedans. C'est vrai. Il y a énormément de choses qui sont racontées en creux, justement.
Donc aussi les trous dans la couverture, et qui sont aussi, évidemment l'absence des Bouddhas et l'absence du pays, etc. Tout à fait. Tout ça est très cohérent. Hein. Mais oui. Faut pas croire. Une autre question. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez travaillé dans un premier temps donc, sur votre matière familiale, votre histoire familiale. Et en fait, ça a donné cet ouvrage qu'on a beaucoup apprécié, le piano oriental, que moi j'ai trouvé assez prodigieux. Et en fait, ce que je veux juste dire, c'est que souvent la matière familiale peut être une source d'inspiration assez étonnante. Et là, je dirais que dans la salle, il y a autant de matière familiale qu'il y a de personnes qui sont présentes. J'en veux simplement pour exemple. Par exemple, j'ai entendu un jour un ancien marin de commerce raconter sa première et sa seule vague scélérate, et j'ai trouvé que c'était tout simplement fabuleux. Alors, pardon, je sais pas. Vague scélérate. C'est-à-dire quelques millions de tonnes d'eau qui passent par-dessus un bateau de commerce à cargo qui fait à peu près, 18 mètres de hauteur. Voilà. Et je voulais vous demander s'il n'y avait pas eu cette rencontre avec Mathias Hénard, est-ce que vous aviez déjà dans l'intention de passer à la fiction ? Oui, justement. C'est l'histoire qu'elle n'a pas voulu raconter, qu'elle ne racontera pas. Que vous ne raconterez pas. Enfin, qu'elle va raconter dans un livre. Absolument pas, mais voilà. Oui. Okay. Il y avait l'envie de passer à la fiction, mais à partir quand même d'un fait réel qui se déroule sur des terres que je connais bien, que je connais par cœur, que j'ai là, quoi. Et donc, et de partir. Évidemment, comme tu as grandi dans un pays en guerre, je viens de dire je te dis que vous avez grandi dans un pays en guerre. Je pense que les gens ont compris qu'on se connaît. Bref, oui. C'était bien fait pourtant. Même. J'allais dire que la grande histoire, enfin l'histoire ou l'actualité, a aussi une résonance. Vous parliez dans la vie individuelle et la vie de nos familles. Effectivement, on est tous marqués par des grands événements. La Première Guerre mondiale en toutes nos familles, la Seconde Guerre mondiale également. Oui. Mais toi, c'est... Mais enfin... Quelle familiarité. Peut-être juste vous dire que si j'ai commencé par l'autobiographie, c'était absolument pas calculé en fait. J'ai été saisie d'un sentiment d'urgence. En 2002, j'avais 21 ans, j'étais à Beyrouth et Beyrouth était en pleine reconstruction. Et tout d'un coup, la ville que j'ai connue jusque-là était en train de disparaître. Donc il fallait absolument garder une trace. Et donc je me suis mise à écrire avec une espèce d'urgence d'écrire ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu. Quand la guerre s'est terminée, j'avais 10 ans, donc j'étais trop jeune on n'en parlait absolument pas. Jusqu'à maintenant, dans les livres d'histoire, au Liban, le programme s'arrête le 13 avril 1975. Donc il y a une espèce de non-dit, amnésique officielle sur la guerre. Et donc, juste pour revenir là-dessus, cette urgence de garder une trace par l'écriture. Et puis, tout d'un coup, j'avais besoin du dessin pour garder une trace visuelle de cette ville qu'il me semblait qu'on me confisquait pour la deuxième fois. Au moment de la reconstruction. Et puis, sans me rendre compte, j'étais en train de faire de la bande dessinée. Et c'est ce sentiment d'urgence qui m'a fait écrire Beyrouth Catharsis, 38 rue Ossessemani, Le jeu des hirondelles, et ensuite Je me souviens Beyrouth, qui sont un peu les 4 volets de cette étape, disons. Ensuite, le piano oriental, voilà, c'est autobiographique, mais il y a quand même... il y a une altérité qui est celle de mon arrière-grand-père. Certes, on est encore dans le terreau familial, mais tout de même. Et puis, voilà, la fiction avec un vrai autre, là, cette fois, qui est un co-auteur. Juste sur le piano oriental, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un piano oriental qui a été fabriqué. Vous le dites à la fin de l'album, il me semble. Oui, mais... À la fin de l'album, je parle du piano qui est le prototype d'usine de mon arrière-grand-père qui est encore au Liban chez mes grands-parents et dont on m'a dit pendant toute mon enfance, c'est le piano de ton arrière-grand-père, sauf que c'est un piano droit qui ressemble à tous les autres pianos droits du monde, donc il ne m'a jamais parlé jusqu'au moment où je l'ai ouvert et que je m'y suis intéressée. Mais ce dont Benoît parle, c'est encore plus extraordinaire. C'est la création d'un cousin presque jumeau de ce piano oriental libanais par un Belge. Qui, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais qui après la lecture du piano oriental a eu l'idée folle de faire venir, c'est quand même, il faut peut-être le nommer quand même, Didier Plateau, qui est important pour l'histoire de Casterman. Qui est le fondateur d'Assuivre chez Casterman. Oui. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc il a proposé à un facteur de piano encore plus fou que lui de construire ce piano. Et donc
pour vous faire rire, mais c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Je les ai mis en relation via Skype. Donc, le facteur de piano a tourné ma mère à Beyrouth, qui, alors vous connaissez pas ma mère, mais c'est assez drôle de l'imaginer avec son ordinateur. Vous pouvez l'imaginer parce que elle vous ressemble un peu. Oui, bon. Je prends ça comme un compliment. Mais ça en est un. Et donc, il faut imaginer ma mère avec son ordinateur en train de montrer le piano de son propre grand-père à ce monsieur qu'elle ne connaissait pas à tourner. Et lui prenait des notes en Belgique. Et 3 mois plus tard, je suis invitée à tourner et je vois un monsieur qui traverse la place avec de grands yeux bleus et qui me dit « J'ai un piano pour vous ». Et là, il me montre un Yamaha quart de queue qu'il avait transformé en piano oriental. Et quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, mais c'est la vie quand même, c'est un truc extraordinaire. J'ai écrit une adaptation de la bande dessinée en spectacle de 45 minutes, où c'est un duo. Où il y a quelques images sur Internet. Si oui. Et pour ceux qui sont... Je ne sais pas s'il y a des Parisiens dans la salle... Non. Bon. Ou des personnes qui peuvent faire le voyage. Ils peuvent faire le voyage le 17 novembre à l'Institut du monde arabe, on le joue. Donc c'est un duo où je compte et je dessine. Le 17 novembre. Le 17 novembre, il faut qu'on en parle. Je suis ravi de l'apprendre. Oui, pardon. Je l'ai su il y a quelques jours. D'accord. La bande dessinée a influencé... Vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît. Donc vous nous démontrez que la bande dessinée a, pour une fois, influencé la réalité. Oh, souvent. Hein. Oui, non, mais ça... Vous savez que Enki Bilal a inventé le chess boxing, qui est maintenant une discipline qui est pratiquée. C'est fou ça. À partir de froid équateur. Oui, bravo. Donc ça arrive. Oui. Moi, souvent, c'est Hergé qui disait à force de croire en ses rêves, l'homme en fait des réalités. Bon, c'est le cas des auteurs de bande dessinée. Oui. Je crois que tu dois dire quelque chose pour conclure. Oui, alors pour conclure, je vous remercie d'avoir été là. Et je peux vous remercier en vous faisant un joli dessin sur un livre que, si vous souhaitez l'acquérir, tout à l'heure sur le stand Casterman. Absolument. Quoi d'autre À bientôt, j'espère. Oui, à bientôt, oui. Merci. Merci pour votre écoute.